comment un milieu de terrain peut dominer un match de très haute intensité face à l'Olympique de Marseille, tout en perdant plus de 70% de ses duels physiques au sol. C'est vrai que dit comme ça, c'est une statistique qui fait un peu bugger le cerveau. Ah bah complètement. C'est vraiment le paradoxe fascinant qu'on va explorer aujourd'hui. Parce que on a souvent tendance, et c'est naturel, hein, à avoir les yeux rivés sur le ballon. Ouais, on regarde toujours là où ça brille. C'est ça. On regarde l'esthétique de la frappe, on célèbre les buteurs, ceux qui s'affichent en première page des journaux le lendemain matin. Mais en fait, la réalité tactique d'un match de football, la véritable salle des machines où se décide le sort d'une saison, elle se trouve loin des projecteurs, au cœur du milieu de terrain. Et cette zone, c'est un véritable champ de mine. Si le milieu cède, c'est toute l'architecture de l'équipe qui s'effondre, quoi. Le talent offensif, il devient complètement inutile si la structure derrière ne garantit pas l'équilibre, la récupération et puis l'alimentation en ballon. Ce qui nous plonge directement dans le sujet de notre analyse approfondie du jour, l'AS Monaco vient de valider une victoire capitale 2-1 contre un rival direct, l'OM. Et notre mission aujourd'hui, ce n'est pas de refaire le résumé du match ou de décrire les buts, mais plutôt de comprendre comment, vraiment, la mécanique de cette domination monégasque. Exactement, on va aller chercher sous le capot. Voilà. Et pour ça, nos sources nous offrent une radiographie ahurissante d'un seul homme, Lamine Camara. Le milieu de terrain sénégalais, tout juste auréolé de son titre de champion d'Afrique avec les Lions de la Teranga, a livré franchement une partition statistique qui demande un véritable décryptage. Bon, décortiquons tout ça. Avant de disséquer ces chiffres, je crois qu'il faut prendre la mesure de ce qu'était cette rencontre, non ? Ah oui, c'est fondamental. Le contexte, ça modifie totalement la valeur d'une stat. Un match contre l'OM, surtout en fin de saison, avec les places européennes en jeu, ça génère une intensité physique et nerveuse vraiment étouffante. Une vraie cocotte minute. C'est le mot. La chronologie du match le prouve d'ailleurs. Monaco prend l'avantage à la 59e minute grâce à Golovin, puis Balogun semble plier la rencontre à la 74e. Ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que Marseille, avec son pressing caractéristique, il refuse d'abdiquer. Gouiri réduit l'écart à la 85e. Du coup, les dernières minutes, c'était même plus du football, c'était de la survie. C'était irrespirable. Et au milieu de ce chaos, il y a un détail de notre rapport statistique qui saute aux yeux direct. Lamine Camara a disputé les 90 minutes complètes. Il termine avec une note globale de 6,7. Ouais. Et ce n'est pas un 9 sur 10 flamboyant, tu vois. C'est une note de travailleur de l'ombre, en fait. Tout à fait. Et rester sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final dans ce type de configuration, avec une pression marseillaise maximale, ça indique une fonction vraiment particulière dans le système du coach. C'est-à-dire ? Eh bien, cette présence intégrale, ça valide son statut de métronome structurel. Au poste de milieu central, la fatigue lactique dans les 10 dernières minutes, ça brouille complètement la lucidité. Une passe interceptée à la 88e minute, ça se transforme souvent en contre-attaque mortelle. Ah tu payes cash. Voilà. Si le banc de touche décide de le laisser sur la pelouse alors que les poumons brûlent et que l'adversaire jette toutes ses forces dans la bataille, c'est parce qu'il agit comme un amortisseur. Il absorbe les vagues adverses, il dicte le tempo, refusant de céder à la panique. Tu sais, ce rôle de métronome, ça me fait penser au travail d'un monteur au cinéma. Ah, j'aime bien l'image, comment ça se passe ? Quand le public regarde un film, il est happé par l'action, les acteurs, la scène finale, quoi. Personne ne se lève dans la salle pour applaudir le monteur. C'est sûr ? Pourtant, c'est lui qui, dans sa salle obscure, il coupe les plans, il ralentit une séquence pour créer de la tension, ou alors il accélère le rythme pour dynamiser l'action. S'il coupe au mauvais moment, le film devient totalement indigeste. Et Lamine Camara, face à l'OM, a été ce monteur. Golovin et Balogun y crèvent l'écran avec leur but, mais c'est Camara qui a organisé tout le rythme du scénario monégasque. Mais l'analogie fonctionne super bien, surtout quand on observe sa chirurgie de la passe. Le montage d'un match de foot, c'est la distribution du ballon. Et c'est là que les données de ce match deviennent vertigineuses. Justement, penchons-nous sur ce volume de jeu. Les données, elles indiquent 87 touches de balle. 87. Dans un match aussi disputé, avoir le ballon 87 fois, ça prouve qu'il agit vraiment comme le centre de gravité de l'équipe. Et pas qu'un peu. Mais la donnée la plus marquante, c'est concernant l'utilisation de ce ballon. 64 passes réussies sur 69 tentatives. On parle d'un taux de précision de 93%. C'est énorme. Et ce qui est fascinant ici, c'est que pour mesurer l'impact réel de ces 93%, il faut regarder la cartographie de ces passes. C'est-à-dire où elles sont faites sur le terrain. Exactement.
Parce qu'un défenseur central qui échange la balle avec son gardien ou son latéral à l'arrière, il peut super facilement atteindre ce pourcentage de réussite sans jamais déséquilibrer l'adversaire. Ouais, la fameuse passe à 10 stérile, quoi. C'est ça. Mais la statistique qui définit vraiment la performance de Camara, c'est celle-ci. 14 passes réussies sur 15 dans le dernier tiers du terrain. Toujours 93%, mais dans la zone la plus critique. Waouh! Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu la rigueur des blocs défensifs en Ligue 1, et surtout celui de l'OM, ce chiffre il pose une vraie question. On sait que Marseille a tendance à compresser énormément l'espace dans ses 30 derniers mètres. Le dernier tiers, c'est un entonnoir. Un vrai mur. Du coup, comment un joueur peut-il maintenir une précision de 93% dans un espace où le temps de décision il se compte en dixièmes de seconde? Et c'est le cœur du problème posé aux défenses modernes. Marseille défend en réduisant les distances entre ses lignes au maximum. Maintenir 14 passes réussies sur 15 dans cette densité, ça prouve que Camara, il ne fait pas juste du recyclage périphérique. Il ne fait pas que tourner autour, quoi. Voilà, il trouve les micro-intervalles. Le rapport mentionne d'ailleurs une donnée parallèle assez intrigante. On a 6 passes dans le dernier tiers qui sont distinctes de cette stat des 14 sur 15 réussies. Attends, comment ça distincte? En gros, ça souligne souvent la nuance entre les passes de rupture pure, tu sais, celles qui tentent de casser l'ultime ligne défensive, qui sont beaucoup plus risquées et donc moins nombreuses, et de l'autre côté, les passes de consolidation haute. Ah, je vois. Ces passes de consolidation, elles maintiennent la possession autour de la surface adverse, elles épuisent la défense marseillaise en l'obligeant à coulisser constamment de gauche à droite, et elles empêchent toute tentative de relance propre. Camara, il excelle vraiment dans cette asphyxie technique. C'est une distinction cruciale, en effet. En fait, il ne cherche pas systématiquement la passe décisive immédiate, la passe hollywoodienne. Il construit la pression. Exact. Mais une autre statistique de la source semble contredire un peu cette image du distributeur omnipotent. 0 passe longue réussie sur une seule tentative. Ouais, 0 sur 1. S'il dicte le jeu à ce point, pourquoi est-ce qu'on ne voit aucune de ces grandes transversales qui renversent le bloc adverse d'un bout à l'autre du terrain? Est-ce que c'est une limite technique de sa part? Ou une forme de, de frilosité dans ses choix? Un côté trop scolaire? Pas du tout. Ce 0 sur 1, il illustre parfaitement l'évolution tactique de son poste et la philosophie de jeu de Monaco. L'imaginaire collectif, il associe souvent le grand milieu de terrain à ces immenses ouvertures de 50 mètres, à la Pirlo, tu vois. Ouais, la transversale qui fait lever le stade. C'est ça. Mais face à une équipe hyper athlétique et bien en place comme l'OM, la longue passe flottante, en fait, elle donne à la défense tout le temps de lire la trajectoire et de remporter le duel aérien derrière. Donc c'est un cadeau pour le... Exactement. Le plan de jeu de Monaco ne reposait manifestement pas sur de longs ballons aléatoires. Ces 87 touches de balle démontrent vraiment une volonté de progresser par des circuits courts, des décalages au sol, des petits triangles rapides. D'où la seule tentative en long. Voilà. Il n'a tenté qu'une seule longue passe car la solution, elle se trouvait dans le maillage rapproché. Il a agi comme une courroie de transmission hyperactive, refusant la loterie du jeu long pour privilégier la certitude de la possession. Le monteur de cinéma privilégie donc un enchaînement fluide et continu plutôt qu'une transition super brutale. C'est tout à fait ça. C'est brillant sur le plan de la construction. Mais un métronome, il ne peut donner le rythme que si son équipe possède l'instrument, le ballon en l'occurrence. Évidemment. Pour faire 64 passes, il faut bien que quelqu'un récupère le cuir avant. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, et même complexe, voire carrément contre-intuitif. On plonge dans ces statistiques défensives, dans le travail de SAP, et là, franchement, les chiffres sont remplis de contradictions. Ok, oui, la phase de destruction du jeu adverse est souvent la plus difficile à modéliser mathématiquement. Les données brutes, elles racontent parfois une histoire hyper trompeuse au premier regard. Écoute ça. Le rapport aligne des statistiques de récupération qui forcent le respect. 9 récupérations de balles, 2 dégagements, 1 interception. Un vrai chien de garde. C'est ça. Dans les airs, c'est un sans faute. 2 duels aériens remportés sur 2. 100%. Impressionnant. Côté tacle, on note une belle efficacité aussi. 2 tacles réussis sur 3, soit 67%. Le profil semble être celui d'un destructeur implacable. Mais la ligne des duels globaux vient brouiller tout ce tableau. Ah, la fameuse stat des duels. Au total, il ne remporte que 6 duels sur 16, un modeste 38%. Et si on isole uniquement les duels au sol, la chute est vertigineuse. 4 duels remportés sur 14, soit 29% de réussite. C'est bas. On ajoute à cela 0 dribble réussi sur 3, alors que les données mentionnent d'ailleurs 6 tentatives globales de dribble dans le match pour lui, ainsi qu'une faute subie et une faute commise.
Ma question est simple, comment un milieu récupérateur qui perd plus de 70% de ses duels au sol peut-il justifier ses 9 récupérations et sa note de 6,7 à la fin? C'est génial parce que ce paradoxe apparent, c'est vraiment la clé de lecture du milieu de terrain moderne. Il oblige à séparer la notion de duel de la notion de récupération. Ah, explique-moi ça. En fait, le duel, au sens strict de l'algorithme statistique, il implique un affrontement physique direct, souvent à l'arrêt ou sur des ballons 50-50. Gagner seulement 4 duels au sol sur 14, ça confirme que lorsqu'il entre dans un défi purement athlétique, de force brute ou d'épaule contre épaule face au milieu marseillais, il peut être mis en difficulté. C'est vrai que le gabarit et la puissance physique des joueurs de l'OM, comme Kondogbia ou Verretou, ça pèse lourd dans cette équation. Exactement, il ne va pas les bouger à l'épaule. Donc s'il perd le rapport de force physique direct, comment il parvient à accumuler ces 9 récupérations? Parce qu'on parle quand même d'un volume de récupération très très élevé pour un seul joueur dans un match. Parce que la récupération, contrairement au duel, ça relève de l'anticipation et de la géométrie, pas de la salle de musculation. Oh, jolie formule! Merci. C'est l'art de lire l'intention de l'adversaire avant même que la passe ne soit armée. Au lieu d'aller au contact bêtement, il fonctionne comme un radar. Il scanne le positionnement des attaquants marseillais et il se place directement sur la ligne de passe potentielle. Il coupe la trajectoire avant même qu'elle n'existe. Voilà, ces 9 récupérations, elles incluent les ballons qui traînent suite à un pressing collectif, les passes adverses mal ajustées qu'il intercepte par son simple placement, ou les moments où il vient doubler un marquage sans même avoir à déclencher un tacle. D'ailleurs, tu connais la citation du grand défenseur italien Paolo Maldini. Rappelle la voix pour voir. Il disait « Si je dois faire un tacle, c'est que j'ai déjà fait une erreur de placement Ah oui, mythique! » Et tellement vrai. Camara, c'est